Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Au moins 24 femmes seraient mortes en Belgique en 2022 sous les coups de leurs compagnons, ex-compagnons ou membres de leur famille. Des femmes tuées parce qu'elles sont femmes. Dans le monde, l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime estime qu'elles sont 47 000 femmes et filles à avoir été tuées en 2020 par leur partenaire ou un membre de leur famille, ce qui fait un féminicide toutes les 11 minutes. On va se pencher dans notre émission ce soir sur le caractère systémique dans l'histoire de l'humanité des violences faites aux femmes. Christelle Tarot, historienne spécialiste des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial, a dirigé un ouvrage intitulé Féminicide, une histoire mondiale. Publié aux éditions La Découverte, il retrace l'histoire des féminicides sur les 5 continents, de la préhistoire à l'esclavage, en passant par les chasses aux sorcières du XVIIe siècle et les féminicides de masse au Mexique. Christelle Tarot est notre invitée ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Christelle Tarot, bonsoir. Bonsoir. Alors votre ouvrage, donc Féminicide, une histoire mondiale, constitue la plus vaste étude sur les violences faites aux femmes à travers le monde depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Alors il y en a des choses à dire malheureusement, puisque l'ouvrage il fait près de 1000 pages. Vous avez réuni une centaine d'autrices et d'auteurs, de chercheuses, de militants, de militantes pour cet ouvrage collectif. Alors peut-être, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à vous lancer dans cette recherche ? Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire ça ? D'abord parce que le constat général, en fait, alors d'abord dans nos propres pays, moi il se trouve que je vis en France, je regarde aussi bien sûr ce qui se passe sur le continent dans lequel je me trouve, l'Europe, c'est déjà extrêmement calamiteux, mais si évidemment on change d'échelle et qu'on se place à l'échelle du monde, on constate évidemment l'ampleur du désastre. Et l'ampleur du désastre par plusieurs exemples concrets, c'est-à-dire que cette histoire m'est revenue par toute une série de sujets que je suivais de loin en loin. Dans l'actualité internationale, par exemple, j'avais été, et je reste toujours extrêmement heurtée, marquée, scandalisée par la situation de la République démocratique du Congo et par les féminicides de masse qui s'y déroulent depuis de très nombreuses années. Et il faut le dire... Dans un silence généralisé. Voilà, on a l'indignation à géométrie variable, disons, alors que vraiment ce qui se passe à la frontière entre le Rwanda et la RDC, dans la région du Kivu, et les violences qui sont faites aux femmes, et même le terme violence n'a plus de sens en fait dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'il faut prendre un autre terme qui est celui de féminicide. Voilà. Pour moi, la RDC, c'est l'une des pires choses que l'humanité peut se faire à elle-même. Et ça a marqué d'une manière très récurrente dans ma vie une volonté un moment d'acter dans un livre de ces violences. Donc il y a ça, par exemple, dans le contexte international. Il y a bien sûr la situation du Mexique et de l'Amérique centrale et latine. Et ce qui m'a fait comprendre aussi le caractère systémique de la chose, c'est aussi le contexte français, le contexte du pays dans lequel je me trouve. Et au début des années 2000, nous avons eu 2 affaires terribles qui frappaient 2 femmes qui se trouvaient à 2 extrêmes du spectre socio-économique français. Il y a eu d'abord l'assassinat épouvantable de Soham Benziane à Vitry-sur-Seine. Soham Benziane qui a fait l'objet d'un guet-apens, qui a été frappée, brûlée vive, et puis qui est évidemment morte des sévices qui lui ont été évidemment faits. Et puis à l'autre bout du spectre, le meurtre de Marie Trintignant. Et en fait, ça a produit chez moi une sorte d'électrochoc. Parce que je me suis dit, finalement, qu'on s'appelle Soham Benziane et qu'on soit une jeune femme d'origine immigrée qui vit dans un quartier populaire, ou qu'on soit Marie Trintignant, qui appartient à une des plus grandes familles du monde culturel, artistique et cinématographique français,
on meurt dans des conditions qui sont finalement pas très différentes. Et donc ça m'a fait comprendre en fait que le féminicide traversait toute la société, en fait, que ça concernait toute la société. Et ça veut dire quoi? Que les violences faites aux femmes, elles ont un côté presque universel, que le patriarcat il n'a échappé à aucune société? En réalité, non. Et c'est tout à fait incroyable en fait de travailler là-dessus parce que évidemment on a toujours une vision locale. On pense ces questions souvent dans le proche et parfois un peu dans le lointain parce qu'on s'intéresse à d'autres parties du monde, mais on n'a jamais une vision vraiment d'ensemble de cette question et c'est toute la force. Enfin, je crois que c'est vraiment l'une des forces de ce livre d'avoir remonté en fait l'histoire humaine jusqu'à la préhistoire la plus ancienne, jusqu'au paléolithique et de montrer et de démontrer en même temps comment est-ce qu'à un moment de notre histoire, et c'est très ancien puisque c'est le moment où nous avons fait espèce. Donc, fait espèce. Nous ne sommes pas en train de parler du moment où l'espèce a essaimé, a construit des groupes, des sociétés, des cultures, des États, des nations, etc. C'est bien avant. C'est la préhistoire, ça, oui. C'est la préhistoire et la préhistoire ancienne. C'est difficile de le prouver de manière définitive parce qu'on a très très peu de traces en fait du paléolithique premier, disons. Mais il est fort probable qu'assez vite dans l'histoire de notre espèce soient installés des régimes de force qui ont été très vite accaparés par les hommes au travers de tous les pouvoirs premiers, disons, qui sont au nombre de 4, comme nous le savons, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire et le pouvoir spirituel, artistique, disons, puisque les deux choses sont liées à ce moment-là. Comme le montre très bien Rita Laura Segato, qui est une très grande chercheuse argentine dans la conclusion de Féminicide, une histoire mondiale, elle explique bien en fait qu'il y a dans les premières sociétés, donc préhistoriques, proto-historiques et historiques, un développement assez généralisé de patriarcats qu'elle appelle des patriarcats de basse intensité. C'est très important de comprendre ça. Ces patriarcats de basse intensité sont des patriarcats qui reposent sur une matrice duale. Les femmes et les hommes sont deux choses différentes mais complémentaires. Mmh. Et à chaque catégorie, on associe des droits et des devoirs, sachant que du côté des hommes, il y a plus de droits et moins de devoirs, et du côté des femmes, plus de devoirs et moins de droits. Mais il y a quand même un certain nombre de droits qui sont associés au fait d'être femme dans ces sociétés patriarcales de basse intensité. Et si les femmes ne dérogent pas aux règles qui sont établies par les hommes, elles peuvent effectivement faire valoir les droits qui leur sont alloués d'une certaine manière. Et ça marche assez bien finalement tant qu'il n'y a pas trop de concurrence entre patriarcats. Mais à un moment de l'histoire, un patriarcat dans le monde se met à avoir des velléités de contrôle d'espace plus importants, au travers notamment des expériences colonialistes, impérialistes, par exemple, ou capitalistes, puisque les deux choses sont liées. Et à ce moment-là, le patriarcat mute et se transforme en patriarcat de haute intensité qui, dans la mutation qu'il opère, change le sens de la relation entre les femmes et les hommes. Parce qu'on passe d'une matrice duale à une matrice binaire, les femmes contre les hommes. Mmh. Et on observe en fait dans l'histoire, donc en gros... ça arrive assez tôt. Tous les grands empires impérialistes, en fait, sont des patriarcats de haute intensité, dont l'agressivité est beaucoup plus importante. Or, comme ils s'attaquent d'abord à des patriarcats de basse intensité, puisque les conflits sont essentiellement des conflits entre hommes, puisque globalement, les femmes sont exclues de ce type d'action. Elles ne sont pas dans les armées, ne font pas la guerre, etc. Ce sont, comme on le dit très souvent, des victimes collatérales de la guerre, mais elles ne font pas la guerre. Donc en fait, ce sont des conflits entre hommes, des conflits virils, martiaux entre hommes. Et lorsqu'un patriarcat de forte intensité agresse des patriarcats de basse intensité et qu'il gagne, ce qui arrive relativement souvent, il se passe une chose assez incroyable, et là pour le coup tout à fait généralisée, c'est que les hommes des patriarcats de basse intensité qui viennent d'être vaincus, pour conserver
leur place dans leur propre société, vont se retourner contre les femmes de leur société. Et donc, du coup, les patriarcats de basse intensité vont devenir eux aussi des patriarcats hyper agressifs, du fait, évidemment, qu'ils sont agressés par des patriarcats qui sont, eux, de forte intensité. Donc ça, c'est une histoire absolument incroyable, et on peut évidemment l'exemplifier à plein de moments de l'histoire. Prenons un exemple dans l'histoire européenne, l'Empire romain. L'Empire romain met en place un des patriarcats les plus violents de l'histoire humaine. Et bien sûr, comme l'Empire romain constitue évidemment une zone extrêmement importante, il contrôle une zone extrêmement importante, on voit que dans toutes les sociétés en fait, où il s'installe par la force, les relations entre les femmes et les hommes dans ces sociétés s'aggravent. S'aggravent. À cause de ça. À cause du fait que les hommes vaincus, pour garder une sorte de place dans leur propre société, y compris par rapport évidemment à ceux qui sont inférieurs à eux, parce qu'ils ont été vaincus, doivent exercer évidemment un régime coercitif beaucoup plus important. Donc il y a des crispations très fortes, et on retrouve ça dans l'Empire romain, comme on retrouve ça par exemple aujourd'hui en Palestine. Enfin, je veux dire, on a... Et cette récurrence montre en fait à quel point il faut sortir en fait des régimes patriarcaux de basse et de haute intensité, mais surtout de haute intensité, parce que ils produisent des relations délétères, bien évidemment, entre tous les êtres humains, mais en particulier entre les femmes et les hommes. Mais alors, du coup, Christelle Tarot, j'ai envie de revenir sur le titre en fait, de votre ouvrage sur Féminicide, une histoire mondiale. Ce terme de féminicide, à quel moment de l'histoire on s'est dit que finalement le meurtre d'une femme n'était pas un simple homicide? Quelle est la généalogie de ce terme féminicide? Alors, ceci est très important d'ailleurs, parce que nous, en fait, on emploie souvent le terme féminicide, qui veut dire quelque chose de très particulier, pour le fémicide. Le premier terme qui est né, le premier concept qui a été forgé, c'est le concept de fémicide. Il est né ici, en fait, à Bruxelles, lorsque, en 1976, un certain nombre de chercheuses et de militantes, ou de chercheuses militantes, puisque souvent c'est la même chose, à cette époque-là en tout cas, décident d'organiser le premier tribunal international contre les crimes de femmes, faits aux femmes. Et elles décident, donc ce sont des femmes du monde entier, globalement plutôt des femmes du monde occidental, Canada, États-Unis, Europe, mais il y a des femmes d'autres continents, des africaines, des asiatiques, qui sont minoritaires mais qui sont là. Et elles décident ensemble donc, de mettre en place ce premier tribunal, qui est un tribunal populaire, qui n'a aucune légitimité évidemment légale, puisque ce n'est pas un, entre guillemets, vrai tribunal. Mais il s'agit, dès ce moment, en fait, de mettre en accusation les différents États sur leurs responsabilités historiques et contemporaines, évidemment, concernant les violences faites aux femmes. Et donc, ce tribunal qui réunit des femmes de 40 pays, à peu près, se réunit ici, à Bruxelles, dans une conversation extrêmement passionnante. On a les actes de ce colloque, et on voit que vraiment, elle traite des sujets extrêmement divers et passionnants. Et lors de cette conversation collective, une chercheuse, une grande sociologue qui vit aux États-Unis, mais qui est née en Afrique du Sud, qui s'appelle Diana Russell, parce que en fait, elle a eu une conversation avec une écrivaine, Carol Orlock, quelque temps avant, qui lui a parlé qui a utilisé dans cette conversation le mot fémicide. Elle signale dans le cadre de cette conférence que effectivement, il faut sortir les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes de la catégorie d'homicide. Parce que, dit-elle, et moi je suis totalement d'accord avec elle, un crime qui n'est pas nommé n'existe pas. Et donc, si on laisse les meurtres de femmes dans la catégorie homicide, si on ne reconnaît pas le caractère sexo-spécifique de ces meurtres, alors on ne peut pas les prendre en compte et on ne peut pas agir sur eux. Et c'est comme ça qu'elle décide d'utiliser donc le terme fémicide pour désigner donc ce meurtre qui existe depuis toujours
puisqu'on en a des traces depuis la préhistoire, Ouais. qui existe depuis toujours, mais qui n'a jamais été nommé. Donc le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, en général, par un partenaire intime, sachant que dès l'origine, en fait, cette catégorie n'est pas satisfaisante parce que, par exemple, Gian Caputi, qui fait partie aussi de cette conversation et dont j'ai republié et traduit l'un des articles les plus importants, en fait, pour moi, dans l'histoire du féminicide. Elle avait commencé, par exemple, à travailler sur les serial killers aux États-Unis. Et elle avait noté ce que tout le monde sait maintenant, c'est que la grande majorité des serial killers sont des tueurs de femmes, des tueurs de masse de femmes. Donc, par exemple, et ça, c'est des féminicides. Parce que quand Ted Bundy tue des femmes, il tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. Quand Jack l'Éventreur tue des femmes, il tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est des féminicides. Et c'est évidemment pas du tout pris en compte. Mais alors du coup, quelle est la différence entre le fémicide et le féminicide d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apporte de plus avec cette notion de féminicide? Comment on en est arrivé avec ce terme de féminicide? Alors le féminicide, ce n'est pas évidemment autre chose totalement. Mais ça s'inscrit dans un autre contexte. Alors, pendant à peu près 20 ans, un peu moins de 20 ans, 15 ans, beaucoup de gens travaillent avec le concept de fémicide qui se répand. Et puis, l'histoire nous percute d'une manière extrêmement violente. Au début des années 90, dans une autre partie du monde, sur le continent américain, en Amérique centrale, et plus particulièrement encore dans un pays, le Mexique, on commence en fait sur l'ensemble de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui se trouve être une des zones les plus violentes du monde, en particulier parce que s'y trouve un des capitalismes les plus agressifs de la planète. Et sur l'ensemble de la zone frontalière se sont installées des usines de sous-traitance dans lesquelles travaillent souvent des femmes ou des jeunes femmes, parce que ce sont des usines de pièces détachées, de petites pièces. Et depuis le début de l'histoire industrielle dans le monde, quand il y a des petites choses à faire, on dit souvent qu'il faut des petites mains. Et donc les petites mains, dans toutes les professions, ce sont les femmes, évidemment. Donc on a beaucoup de femmes pauvres, de femmes issues des minorités qui se trouvent sur cette frontière qui est ultra dangereuse parce que non seulement il y a cette violence capitalistique, mais c'est aussi le lieu, évidemment, le terrain de jeu des cartels de la drogue, sur fond de guerre contre le terrorisme. Donc c'est une zone, on le sait, extrêmement violente. Et au début des années 90, dans plusieurs endroits différents de cette zone, on commence à voir disparaître, enfin, des femmes disparaissent. Et au départ, évidemment, on ne comprend pas de quoi il est question, parce qu'une femme disparaît dans une famille d'un endroit, puis dans une autre d'un autre endroit, etc. Mais à un moment, les journalistes commencent à trouver que ça fait beaucoup de monde, et les familles aussi. Et donc, les familles commencent à interpeller les autorités d'abord policières, puis l'État, en disant « mais il faut trouver où sont nos femmes, quoi, où sont nos filles, où sont nos mères, où sont nos sœurs, etc. » Et rien ne se passe. Et les familles prennent en fait en main la question et commencent à investiguer. Et en investiguant, elles retrouvent des corps, qui ne sont pas forcément les corps de leurs proches d'ailleurs, mais on retrouve des corps, beaucoup de corps. Quand je dis beaucoup de corps, c'est-à-dire qu'on parle de centaines, voire de milliers de femmes qui sont retrouvées mortes. Et lorsqu'on exhume les corps en question, souvent de fosses communes sauvages dans lesquelles on les a jetés tels des déchets, quand on prend la peine d'ailleurs de les enterrer, parce que souvent on les jette vraiment comme des déchets, on s'aperçoit que ces femmes n'ont pas seulement été tuées, mais surtuées, qu'elles sont l'objet d'un surmeurtre. Et je vais parler de ça après parce que c'est très important dans la définition. Et la société mexicaine est tellement choquée, éberluée, sidérée, en fait, de ce qui est en train de se passer, que dans une conversation collective, là encore, une chercheuse, une anthropologue mexicaine, qui est aussi une très grande femme politique, qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos, décide de forger un nouveau concept. Parce qu'elle dit, le concept qui a été créé, forgé par Diana Russell à Bruxelles en 1976, n'est pas valide, en fait, pour la situation de Ciudad Juárez, en particulier de Ciudad Juárez. Donc il faut inventer autre chose.
Et elle dit « Ce qui se passe à Ciudad Juárez est lié à une nécropolitique, une politique de la mort. Et quand cette politique de la mort frappe en particulier les femmes, et c'est évidemment le cas, c'est donc un féminicide. Et le féminicide correspond selon elle à 4 points essentiels. C'est un crime collectif. Ce n'est pas un crime individuel, ce n'est pas un homme qui tue sa femme, c'est un crime collectif. C'est-à-dire que l'ensemble de la société est engagé dans le process. C'est un crime de masse, parce qu'on ne tue pas une personne, on en tue des dizaines, des centaines, des milliers. C'est un crime étatique, parce qu'il y a collusion entre l'État, des institutions de l'État, des membres de l'État qui participent activement à la chose. Et enfin, c'est un crime à tendance génocidaire, parce que il ne s'agit pas seulement de tuer un corps physique, ça c'est le meurtre, il s'agit de s'attaquer à une identité, à un univers, et voire même aux femmes en tant que peuple. Et donc ça, c'est une agression. Au groupe femmes, quoi. Absolument, c'est une agression identitaire. Parce que, vous voyez, quand vous voulez tuer quelqu'un, il suffit que vous l'étrangliez, il suffit que vous l'étouffiez, etc. Vous n'avez pas besoin de le violer post- ou pré-mortem. Vous n'avez pas besoin de pratiquer sur cette personne des mutilations, en particulier des mutilations de l'appareil génital ou reproducteur. Vous n'avez pas besoin de démembrer cette personne. Vous n'avez pas besoin de profaner son corps, post- ou pré-mortem, encore une fois. Ça n'est pas nécessaire. Donc si vous le faites, ça veut dire que ce que vous attaquez, ce n'est pas seulement le corps, c'est tout autre chose. Et donc ça qualifie, en fait, l'attaque identitaire qualifie, en fait, l'acte de génocide. Mais alors, parce que vous, dans le livre, vous allez encore plus loin, parce que vous parlez de continuum féminicidaire. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par là ? C'est encore un pas plus loin que le féminicide. Oui, alors moi, en fait, j'ai fait ce livre dans un souci, évidemment, de mettre en place une société où les femmes ne meurent plus. Et donc, il me semblait qu'il fallait créer un autre outil pour travailler non pas seulement sur les conséquences, mais sur les causes. Parce que, qu'est-ce qui est important dans cette histoire ? C'est de savoir comment est-ce que dans nos sociétés contemporaines, on peut encore avoir des hommes qui nous violent et qui nous tuent. Alors que tout le monde sait que violer et tuer est tout à fait inacceptable, qu'il s'agit évidemment de crimes. Et pourtant, la culture du viol, ça existe, et les féminicides individuels et de masse sont ultra répandus et malheureusement d'une très grande banalité ici et ailleurs. Donc, en travaillant évidemment pour ce livre, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de forger un outil qui nous permette de comprendre qu'est-ce qui crée le violeur, le père incestueux, le meurtrier, etc., etc. Et pour ça, en fait, il faut comprendre que tout part d'un système d'écrasement des femmes très ancien. Et que, finalement, tout ce qui constitue la vie d'une femme est marqué par la violence. Et donc, le continuum féminicidaire, il a pour vocation à éclairer, de la naissance à la mort, toutes les violences que les femmes peuvent rencontrer. Évidemment, je ne veux pas dire par là que toutes les femmes rencontrent tout le spectre du continuum féminicidaire, parce que ce serait tout à fait catastrophique. Mais les femmes rencontrent une part non négligeable, en fait, de ce qui constitue ce continuum féminicidaire. Alors, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est, le continuum féminicidaire, ça commence avec l'éducation différenciée, par exemple. Ça fait partie du continuum féminicidaire. Évidemment, toutes les violences sexuelles, tous les crimes sexuels, les inégalités économiques, les coercitions politiques, l'empêchement des femmes à voter, à représenter la nation. Et ça va jusqu'aux choses qui nous paraissent tellement évidentes que nous ne les discutons pas, les diktats de beauté, et puis tout ce qui relève du symbolique et de l'épistémique. Par exemple, la langue, l'histoire. Moi, je parle beaucoup de féminicide historiographique, peut-être aussi parce que je suis historienne. Mais pas seulement. C'est-à-dire que pendant toute ma scolarité, j'ai cherché les femmes.
J'ai dit, mais elles comment? Elles ont disparu des livres d'histoire. Elles n'ont pas disparu, elles n'ont jamais été dans les livres d'histoire, et c'est bien le problème. Or, aujourd'hui, quand on travaille sur cette question, on se rend compte que des femmes, il y en a eu partout. Et que simplement, à un moment, quand on fait le récit de l'histoire, on décide de qui est important et de qui ne l'est pas. Et comme par hasard, comme l'histoire est faite par les hommes, jusqu'à une date récente, eh bien, ce sont les hommes qu'ils jugent importants à intégrer dans le récit national ou planétaire. Donc le continuum féminicidaire permet d'éclairer tout ça dans une dynamique. Et ce que je dis, c'est que je ne veux pas hiérarchiser les violences. Moi, je les liste, mais je ne les hiérarchise pas. Pourquoi ? Parce que chaque personne, faire une hiérarchie, c'est déjà imposer un ordre. C'est-à-dire faire corps avec les valeurs de la masculinité hégémonique, en fait. Donc, chaque personne construit dans sa généalogie ce qui est pour lui la plus grande violence ou pas. Ce n'est pas à moi de décider pour quelqu'un ce qui est dans la biographie de cette personne la plus grande violence vécue, d'une certaine manière. Mais ce que j'observe, c'est que le continuum féminicidaire, c'est une dynamique et que peu de femmes, si ce n'est aucune, n'y échappent. On a évidemment des expériences quasi universelles, par exemple le harcèlement de rue, sauf évidemment quand il nous est totalement interdit de sortir, oui. Et ça aussi, ça participe du continuum féminicidaire. Mais sinon, à chaque fois qu'une femme sort dans l'espace public, elle le sait de manière extrêmement puissante, qu'elle peut malheureusement subir une forme de harcèlement qui est, je dois dire, insupportable. On a parlé beaucoup de l'importance des mots, de l'importance des termes, des définitions aussi de ces termes. Ici en Belgique, le gouvernement fédéral a adopté en octobre dernier un projet de loi qui définit vraiment officiellement la notion de féminicide et qui vise à doter la Belgique d'un ensemble d'instruments de protection des victimes de féminicide, ou en tout cas qui veut aussi éviter les féminicides. Qu'est-ce que ça pourrait changer selon vous, le fait d'adopter vraiment ce terme de féminicide? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose ? Moi, je crois que c'est très important parce qu'il s'agit d'un symbole fort. Évidemment, on nous réplique, on nous répond quand on dit que c'est important que ce mot soit dans la loi. On nous réplique, je parle là du contexte français qui est le mien, on nous dit mais nous avons déjà tout l'arsenal juridique pour condamner en fait ces féminicidaires, ces hommes qui ont commis un féminicide, puisqu'il y a par exemple dans le droit pénal français une circonstance aggravante du fait du genre, etc. Alors je réponds, puisqu'il y a déjà cette circonstance aggravante, pourquoi ne pas dire féminicide ? Ça ira plus vite, ça sera plus clair, et puis ça enverra un signe fort, c'est-à-dire que nos institutions prennent au sérieux en fait cette pandémie de féminicide à l'échelle européenne mais aussi mondiale, parce que c'est une pandémie incontestablement. Donc c'est très important selon moi que le mot y soit. C'est très important en fait de mettre en place des politiques de ce type. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'on ne résoudra pas le problème seulement par la répression. Quand un homme tue son épouse ou son ex-compagne, c'est bien normal qu'il soit jugé et qu'il aille en prison. Évidemment. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire une société où les hommes ne tueront plus des femmes parce qu'elles sont des femmes, parce qu'on aura impulsé une autre dynamique. Et ça, c'est un autre travail. Et ça nécessite évidemment non pas seulement que l'État s'en mêle, bien sûr l'État doit s'en mêler, mais que l'État s'en mêle, mais que l'ensemble de la société prenne conscience de cela. Et on peut imaginer que pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà trop tard, parce que nous sommes tellement en fait forgés par la masculinité hégémonique, par ses valeurs, par cette société patriarcale dans laquelle nous avons vécu, nous sommes nés, nous avons vécu, nous avons grandi. Mais il y a un énorme travail à faire, bien sûr, vers les jeunes générations. Et moi, je crois qu'il faut prendre le problème très tôt,
puisque nous savons que dès 18 mois, en fait, les enfants prennent conscience du fait qu'ils ont un sexe et qu'à ce sexe sont liées des attributions différentes, des droits et des devoirs différents. Donc c'est à partir de ce moment qu'il faut œuvrer. Et donc ça nécessite bien sûr que toutes les structures éducatives, individuelles et collectives, prennent conscience de ça. Et là, c'est un autre projet, évidemment. Et ça permet de former de nouvelles générations sur d'autres bases que celles que nous avons, nous, appris dans nos familles, à l'école et de manière générale dans toutes nos interactions sociales. Toute la société, en fait, est une société construite sur la banalité des violences faites aux femmes. Vous ouvrez un livre, vous vous rendez compte que la violence faite aux femmes est structurelle. Vous allez voir un film, vous vous rendez compte que la violence faite aux femmes est structurelle. Vous marchez dans une rue, vous vous rendez compte que la violence faite aux femmes est structurelle. Quand vous prenez une rue ou quand vous marchez dans une avenue d'une ville, par exemple européenne, Bruxelles ou Paris, eh bien vous vous rendez compte que 90% de l'espace est trusté par les hommes, que 80% des subventions publiques sont dirigées vers des espaces qui vont être utilisés par les hommes, que vous avez 5%, en France en tout cas, des noms de rues, d'avenues, de places, de stations de métro, de stations de bus qui portent le nom de femmes, etc., etc. Donc en fait, on est confronté à une telle banalité des violences faites aux femmes. Et parce que les violences faites aux femmes sont banalisées, et parfois, malheureusement, par les femmes elles-mêmes, on est dans des régimes d'impunité qui vont avec. Parce que quand quelque chose est banalisé, c'est que c'est une chose considérée comme peu importante. Et parce que c'est considéré comme peu importante, eh bien, c'est peu puni. Et ça explique aussi pourquoi la grande majorité des agresseurs, quand on les met face à leur agression, ne la comprennent même pas. Ils disent « mais je n'ai rien fait de mal ». Alors on pourrait continuer à discuter des heures, mais on va surtout conseiller à nos auditeurs donc, de se plonger dans ce livre Féminicide, une histoire mondiale donc, que vous avez dirigé, Christelle Tarot. Mais c'est vrai qu'il y a presque une centaine d'auteurs, d'autrices qui interviennent, qui écrivent dans ce livre très très riche. Donc un livre publié aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Christelle Tarot. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.